BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes vraiment l'un des plus fins connaisseurs du Proche-Orient, géopolitologue, comme on dit. Je voudrais essayer de comprendre avec vous à quelle étape nous en sommes, avec notamment ce voyage d'Emmanuel Macron, avec la question du rôle de l'Iran, du rôle de la rue arabe, comme on dit. Est-ce qu'il y a une rue arabe d'ailleurs? Et puis les conséquences, y compris pour les Occidentaux, mais en particulier pour la France. D'abord cette phrase prononcée par Emmanuel Macron il y a quelques minutes à peine. La paix au Proche-Orient est possible. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut encore y croire? Alors non seulement c'est possible, mais c'est pas du tout de la pensée magique. Alors évidemment, il faudrait réunir plusieurs conditions qui aujourd'hui, en pleine phase de guerre, ne sont pas encore réunies. Mais si on considère que le Hamas est ou sera désarmé dans quelques semaines ou quelques mois, ce que souhaitent entre parenthèses pas seulement les Israéliens, mais la plupart des États arabes modérés, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Si par ailleurs l'autorité palestinienne, qui en termes de droit international, légalement, légitimement, revient dans la bande de Gaza, dont elle a été chassée en 2007 par le Hamas, déjà. L'autorité palestinienne, si elle parvient à revenir à Gaza. Et enfin, quand, c'est pas si, c'est quand ce gouvernement israélien tombera parce qu'il est en sursis au regard de la catastrophe et de la faillite du 7 octobre, une commission d'enquête se mettra bientôt sur pied. Et en général, vous savez, les commissions d'enquête, après les guerres en Israël, font chuter des gouvernements. Donc, à ces trois conditions-là qui sont parfaitement réunissables, en quelque sorte, tout redevient possible, et notamment la remise sur les rails d'un vrai processus de paix. Mais à quelle échéance alors ? À échéance de quelques mois, pas forcément de quelques années. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 50 ans, on parle beaucoup de la guerre du Kippour, qui avait lieu il y a 50 ans, jour pour jour. À l'époque, personne, absolument personne, parmi les observateurs, les journalistes, les diplomates, ne considérait qu'il pourrait, à court moyen terme, y avoir une véritable paix. Quelques années après seulement, la paix de Camp David était signée entre l'Égypte et Israël. Aujourd'hui encore, au moment où l'on parle, c'est la paix certainement la plus solide, la plus pérenne de tout le Moyen-Orient. Autrement dit, c'est possible. Je ne vous dis pas que ça sera le cas dans quelques semaines. On est dans une phase de guerre malheureusement, mais dans quelques mois, peut-être quelques années, c'est tout à fait possible. Alors en attendant, il y a la question évidemment de la guerre et d'une éventuelle coalition. C'est ce qu'Emmanuel Macron a évoqué hier, alors qu'il était d'abord avec Benjamin Netanyahou, puis avec Mahmoud Abbas. Il a parlé d'une coalition contre le terrorisme. Je voudrais qu'on l'écoute. La France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Une coalition contre le terrorisme, d'abord ça veut dire quoi? Avec qui et quel rôle? Alors très concrètement, je pense que sur le fond, Emmanuel Macron a raison de stigmatiser le terrorisme d'où qu'il vienne, y compris lorsqu'il s'agit du terrorisme palestinien, du Hamas. Et de faire un lien entre Daesh et le Hamas. Et ce lien est d'autant plus justifié que le 7 octobre, le Hamas s'est daéchisé. Il s'est comporté en groupe barbare, perpétrant un gigantesque pogrom. Maintenant, le problème est le suivant. Effectivement, par qui et comment? En réalité, aucun État arabe aujourd'hui ne va prendre la responsabilité vis-à-vis de son opinion d'envoyer des troupes, surtout pas dans la bande de Gaza. C'est très compliqué. Donc chacun attend, en réalité, je vous le dis de manière un peu cash, chacun attend qu'Israël fasse le sale boulot. En fait, c'est ça la vérité. Et donc détruise militairement le Hamas. Sauf que l'idéologie terroriste qui sous-tend le Hamas, avec notamment l'idéologie des frères musulmans, cette confrérie radicale créée en Égypte dès 1928 et dont le Hamas est la branche palestinienne, donc les frères musulmans, ça, il faudra bien lutter contre. Donc moi, je pense que la coalition internationale dont parle Emmanuel Macron, elle est surtout alors militaire du point de vue israélien, elle sera peut-être militaire du point de vue américain. Pour le reste, il s'agit politiquement et financièrement de lutter contre le Hamas. Qui pourrait en faire partie ? Alors, la coalition contre Daesh, c'est en fait d'abord une quinzaine d'États occidentaux, pour la plupart d'ailleurs européens, les Américains évidemment en pointe, les Français y sont bien évidemment. Je rappelle que nous avons deux bases très importantes en Jordanie et aux Émirats arabes unis. En fait, il suffit juste d'élargir la cible en quelque sorte. Oui, avec une nuance quand même, c'est que dans la bande de Gaza, ça va être extrêmement difficile.
Les Israéliens, déjà, pour y rentrer, ils vont faire face, évidemment, à des difficultés militaires extrêmement dures. Encore une fois, d'un point de vue strictement militaire, je n'imagine pas des soldats français, des soldats égyptiens, des soldats américains rentrer dans la bande de Gaza. C'est la question que j'allais vous poser. Concrètement, ça ne veut pas dire que nous allons prendre les armes et que des Français iraient participer, des militaires français iraient participer aux côtés d'Israël. Non, ça me paraît absolument illusoire. En revanche, le Hamas, une fois qu'il sera désarmé, si les Israéliens réussissent à le faire dans la bande de Gaza, il pourra très bien, comme le fait Daesh, établir ou propulser des cellules, en quelque sorte, plus ou moins dormantes, dans le reste du Moyen-Orient. Et c'est là, me semble-t-il, que la France, avec d'autres États qui participent déjà à la coalition contre Daesh, pourrait intervenir, parce qu'on frappe déjà des cellules de Daesh après la destruction de la quasi-totalité de l'État islamique il y a environ 5 ans. Ça donne une forme aussi de légitimité internationale à la réponse d'Israël. Alors, oui, et on va même au-delà. Emmanuel Macron parle du jour d'après. Il a d'ailleurs évoqué donc cette coalition internationale, mais moyennant quoi, après la lutte, la destruction militaire du Hamas dans la bande de Gaza, il faudra bien qu'on revienne à un processus de paix. Et ça a été l'un des seuls. Alors pour être honnête, Joe Biden a parlé de l'État palestinien à venir, mais parmi les autres Européens, Emmanuel Macron a été le seul à dire qu'il fallait à terme la solution des deux États. Donc on n'a pas affaire, me semble-t-il, à un bout de feu qui ne parle que militaire. Il parle militaire pour l'instant parce qu'on a besoin de détruire le Hamas, mais pour mieux ensuite favoriser cette autorité palestinienne. Et d'ailleurs, vous évoquiez la visite de Joe Biden. Joe Biden, lui, n'avait pas été reçu par Mahmoud Abbas, n'avait pas pu se rendre en Jordanie comme le fait en ce moment même Emmanuel Macron, ni même envisager d'aller en Égypte comme il va sans doute le faire, même si ça n'est pas encore tout à fait officiel, l'Élysée ne confirme pas, mais devrait se rendre un peu plus tard. Je vais revenir sur cet aspect-là et sur la question du rôle aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Mais quand on voit immédiatement les conséquences aussi en France sur le champ politique, lorsqu'Emmanuel Macron évoque cette coalition hier contre le terrorisme, réponse immédiate de Jean-Luc Mélenchon qui s'en fait son premier opposant sur ce front-là en ce moment. Attention, les mots ont un sens précis en diplomatie, dit Jean-Luc Mélenchon, la guerre au terrorisme par le retour de la coalition contre Daesh. Cela veut dire donc que la France participe à la guerre contre le Hamas. Où, quand, à Gaza maintenant? Alors, où est le cessez-le-feu? Ce point du discours de Macron était extrêmement questionnant, dit Jean-Luc Mélenchon. Le retour à la théorie de la guerre du terrorisme de George W. Bush et des néoconservateurs, c'est tout un monde que la diplomatie française récusait. Il compare au fond Emmanuel Macron à George W. Bush. Oui, enfin, c'est une comparaison stupide. Donc, parce que là, on ne parle pas de guerre contre le terrorisme. On parle de lutte contre un groupe terroriste en particulier, considéré comme tel non seulement par tous les Occidentaux, mais au fond par la plupart des régimes arabes modérés. Je rappelle qu'en Égypte, les frères musulmans sont en prison tout de même. Je rappelle que ces mêmes frères musulmans ont abattu un certain nombre de présidents, de premiers ministres dans le monde arabe, qu'on ne compte pratiquement plus. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, même dans le giron politique français, à part l'extrême gauche qui joue une posture tribunicienne, comme on dit en sciences politiques, pour le reste, ça veut dire quoi, tribunicienne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font beaucoup de bruit, qu'ils s'agitent, oui, pour des tribuns? Absolument, et pour des motivations électoralistes internes. Mais en réalité, à l'extrême gauche du spectre politique français, on ne trouve pas, me semble-t-il, de très grands géopolitologues. C'est même le moins qu'on puisse dire. Autrement dit, on est réellement dans quelque chose de stigmatisant. Qui n'est pas face au réel, qui est face uniquement à la théorie qu'ils s'en font. Le fait de ne pas distinguer, si je comprends bien, à vos yeux, au fond, vous dites que les régimes arabes eux-mêmes, les modérés, comme vous dites, prennent soin de distinguer le Hamas du peuple palestinien. Au fond, l'association que font une partie de l'extrême gauche, notamment en France, du Hamas égale palestinien, est une faute géopolitologue, du point de vue du géopolitologue. C'est une faute stratégique. Non seulement c'est une faute, mais c'est bien pire que ça. En réalité, c'est une volonté de tenter d'amalgamer, en réalité, la lutte légitime des Palestiniens pour obtenir à terme un État et un groupe terroriste. Et je vais plus loin. Là, on évoque depuis quelques minutes des États arabes modérés qui ont très peur du Hamas. Mais au fond, l'entité politique qui aujourd'hui considère le Hamas comme une menace mortelle n'est autre que l'autorité palestinienne. Je le rappelle, une fois de plus, le Hamas a chassé par un putsch extrêmement violent l'autorité palestinienne qui était à Gaza après le départ des Israéliens en 2005. Et donc, de ce point de vue-là, Mahmoud Abbas, qui a reçu chaleureusement Emmanuel Macron, alors il peut pas, si vous voulez, il peut pas entretenir des termes trop violents vis-à-vis du Hamas parce qu'une partie de sa rue ne le comprendrait pas, surtout en temps de guerre de haute intensité comme c'est le cas aujourd'hui. Mais Mahmoud Abbas sait parfaitement, et les Palestiniens de Cisjordanie et l'autorité palestinienne savent parfaitement que l'ennemi mortel, c'est évidemment le Hamas. Sans donc rentrer dans la politique à proprement parler, du point de vue de la réelle stratégie, Hamas n'est pas égal à Palestine.
Ah ben heureusement que le Hamas n'est pas égal. Il faut le repréciser. Il faut le repréciser parce que sinon, le Hamas, via notamment son pogrom du 7 octobre, délégitimerait totalement la cause palestinienne. Je pense que ce serait une erreur. Vous dites qu'il est arrivé au pouvoir et que par un putsch, il a viré le reste de l'autorité palestinienne. Il a aussi quand même été élu, le Hamas, par une partie de la population de Gaza. Alors, il y a eu des législatives en 2006, c'est exact. Les législatives ont donné lieu à un gouvernement, en principe, qui aurait dû être un gouvernement d'union nationale intra-palestinien. Ça ne s'est pas fait, mais ça ne s'est pas fait pour une raison très simple, c'est que le Hamas n'a jamais accepté de reconnaître les traités internationaux signés par l'autorité palestinienne. Or, comme en France, les prérogatives en matière de défense, diplomatie, affaires internationales n'appartiennent pas à un parlement, mais au président. Et le président, un an auparavant, avait été élu de manière démocratique et c'était Mahmoud Abbas. Frédéric Ancel, vous avez évoqué la question de la rue arabe. Je voudrais qu'on en parle beaucoup. On dit la rue arabe, on voit la colère de la rue arabe, comme on dit, et notamment après ce qui est apparu comme une énorme fake news, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire ce mensonge du Hamas sur un hôpital palestinien qui aurait été sciemment bombardé par Israël, qui aurait fait jusqu'à 800 morts. Il s'agissait en fait d'un tir palestinien, une erreur de tir palestinien, et il s'agirait de 10 à 50 morts et non pas 800. Après cette fake news, ça a embrasé ce qu'on appelle la rue arabe. C'est quoi la rue arabe? C'est qui la rue arabe? Est-ce qu'il y a une unité de la rue arabe? Alors, il n'y a pas d'unité de la rue arabe. Il y a 22 États au sein de la Ligue arabe, enfin 21 plus l'autorité palestinienne. Et vous avez des populations extraordinairement différentes, mais qui, par définition, soutiennent peu ou prou les Palestiniens. Pour une raison archi simple, les Palestiniens sont des Arabes. Et pour 97% d'entre eux, sont des musulmans. La rue arabe est évidemment par définition arabe et très majoritairement musulmane. De ce point de vue-là, on a quelque chose qui est d'une logique et d'une légitimité totale. Maintenant, souvenez-vous du printemps arabe. 2010, 2011, 2012 et les années qui ont suivi. Eh bien, les manifestations gigantesques, parfois tellement gigantesques qu'elles ont fait chuter des gouvernements et des régimes politiques, soutenaient en réalité leurs propres revendications dans leurs États respectifs. On exigeait du social, de l'économique, du politique, et la cause palestinienne restait importante, mais était secondaire. Je veux dire par là qu'il y a aujourd'hui un petit peu moins de 400 millions de citoyens arabes dans ces 21 ou 22 États. On a vu effectivement des manifestations importantes qui ont regroupé plusieurs centaines de milliers de personnes. Et qui parfois ont pris pour cible les symboles occidentaux, les ambassades américaines, voire même les ambassades françaises. Et accessoirement des synagogues comme en Tunisie. Bon, très bien, ça concernait plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est absolument pas négligeable. Il y a combien d'adultes citoyens dans le monde arabe? 250 millions. Bien. Donc, vous voyez, donc moi, la rue arabe, elle existe. Je pense qu'il ne faut pas la fantasmer, il ne faut pas l'infantiliser, il ne faut pas la surestimer d'un point de vue géopolitique. Elle existe, il faut en tenir compte, mais en même temps, ce n'est pas une variable fondamentale sur le plan géopolitique. Il y a aussi la question de la propagande, il y a aussi la question de ce que l'on croit ou qu'on ne croit pas, suivant le fait qu'on a une idéologie ou une autre. Il y a eu la manière de décortiquer ou de tenter de décortiquer les informations. Et puis il y a eu ce tournant hier, Tsahal, l'armée israélienne, qui a décidé de montrer certaines vidéos qui ont été tournées par les tortionnaires eux-mêmes, par les terroristes eux-mêmes. Dans une de ces vidéos, notamment, il y a ce terroriste islamiste qui appelle ses parents et qui dit au téléphone papa, maman, j'ai tué 10 juifs, il s'en enorgueillit et il dit tu seras fier de moi. Il ne dit pas des Israéliens, il dit des juifs. Pourquoi la haine du juif ? La haine du juif, pourquoi? Parce que le mouvement Hamas est un mouvement islamiste radical, donc frères musulmans, dans la charte constitutive duquel, en 1987, non pas les Israéliens, mais les juifs, sont considérés, je cite, comme des singes et des porcs. J'imagine que c'est plus facile d'égorger un porc ou peut-être un singe qu'un humain, et encore. Et le judaïsme est considéré comme une religion frelatée, fin de citation. Donc ça commence extrêmement mal. Et l'islamisme radical, de toute façon, a toujours entretenu une forme d'antisémitisme extraordinairement virulent et à la limite génocidaire, comme on l'a vu très concrètement le 7 octobre dernier. C'est ça le problème. Et j'ajoute un point important. Pendant le processus de paix qui a existé de 93 à 96 et jusqu'à 2000, bon, c'est ce qu'on appelle le processus d'Oslo. Le gouvernement israélien, c'était pas un gouvernement d'extrême droite, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était le tandem Rabin-Peres soutenu par la gauche radicale et par des partis arabes. De l'autre côté, l'autorité palestinienne de Yasser Arafat. Ça négociait qu'à un cas, ça fonctionnait à peu près correctement. Quels sont ceux qui, à l'époque, avaient décidé de casser le processus de paix d'Oslo en perpétrant déjà des massacres dans les rues civiles israéliennes, pas dans les quartiers arabes ou dans les villages arabes, mais dans les rues de Jérusalem, et notamment Jérusalem-Ouest et Tel Aviv, c'était le Hamas. Donc à chaque fois, vous avez la politique du pire, d'une part, y compris face à l'autorité palestinienne, et d'autre part, une politique
très violemment antisémite. Avec une immense difficulté qui est aussi la question de la perception selon que vous êtes d'un côté ou de l'autre. La reine Rania de Jordanie, alors même qu'Emmanuel Macron il est en Jordanie et s'apprête à échanger avec le roi de Jordanie dans quelques heures, elle a accordé une interview à CNN hier soir dans laquelle elle parle justement de ce 2 poids, 2 mesures suivant que l'on est du côté occidental ou du côté arabe. Écoutez. Nous sommes choqués et déçus par la réaction du monde face à cette catastrophe. Lorsque le 7 octobre s'est produit, le monde a immédiatement soutenu Israël et son droit à se défendre. Puis il a condamné les attaques qui se sont produites. En revanche, ces 2 dernières semaines, il n'y a eu que du silence. On nous dit que c'est mal de tuer une famille entière. Mais est-ce que c'est bien de les bombarder jusqu'à ce que la mort s'en suive ? Il y a 2 poids, 2 mesures et c'est choquant pour le monde arabe. Nous considérons que l'Occident ne se contente pas de tolérer cette situation, mais qu'il en est tout simplement complice, ce qui est horrible et nous déçoit tous profondément. Dans ce contexte, ça risque d'être assez compliqué, les discussions avec le roi de Jordanie. Alors le roi de Jordanie, dont il faut rappeler qu'il est extrêmement modéré, que d'ailleurs son régime est pro-occidental. Enfin, il est tenu à bout de bras sur le plan économique par les États-Unis. Enfin, sa femme dit là que les Occidentaux sont complices, pas seulement, pas seulement spectateurs, complices. Oui, c'est un terme fort. Alors donc c'est l'épouse d'un roi dont le père avait fait tuer des milliers de Palestiniens lors de Septembre Noir en 1970. On était déjà en Jordanie et c'était intra-arabe et ça ne gênait pas grand monde. En Syrie ces dernières années, notamment dans le faubourg de Damas qui s'appelle Yarmouk, qui est un ancien camp de réfugiés palestiniens, il y a eu des dizaines de milliers de victimes, dont certaines assassinées à base de gaz neurotoxiques par Assad. Je n'ai pas beaucoup entendu, et croyez-moi, j'écoute ce qui se passe dans le monde arabe, c'est mon métier, je n'ai pas beaucoup entendu de réactions au plus haut niveau, ni non plus dans la rue arabe. Autrement dit, lorsque les Palestiniens sont victimes d'Israël, ça choque les Arabes, mais quand les Palestiniens sont victimes d'autres Arabes, ça n'embête personne. Donc moi, je comprends très bien elle est dans une posture, elle est dans un rôle. Bien sûr, elle est dans un rôle, dans une posture. Elle le dit d'ailleurs, même si le mot complice est très fort, elle le dit de manière relativement modérée. Très bien, mais on peut surtout comprendre derrière ça que les dirigeants arabes modérés craignent effectivement que le Hamas agite en quelque sorte des cellules qu'on évoquait tout à l'heure pour tenter de mettre fin à leur propre régime. Autrement dit, ils ont peur du Hamas eux-mêmes et ils pointent le doigt pour ce faire sur les Occidentaux. C'est pour cela également que notamment ni la Jordanie ni l'Égypte n'accueillent de réfugiés de Gaza. Pour l'instant, on a bien compris que la frontière, certes, avait fait passer une vingtaine de camions humanitaires, mais seulement dans le sens Égypte vers Gaza. Dans l'autre sens, l'Égypte n'accueille aucun réfugié. Et certainement pas, puisqu'il y a 5 ans de cela, à partir de la bande de Gaza, le Hamas avait permis à des djihadistes de Daesh d'entrer donc dans le Sinaï égyptien et d'y massacrer plusieurs dizaines de soldats et de policiers en prière pendant le Ramadan. Donc on est là avec le maréchal al-Sissi chez quelqu'un qui craint comme la peste l'extension chez lui évidemment du conflit et l'arrivée dans des cohortes de pauvres gens réfugiés, parmi eux donc des militants du Hamas. D'ailleurs, ce qui nous permet aussi de rappeler, je le dis d'un mot, que le blocus de Gaza n'est pas un blocus israélien mais un blocus israélo-égyptien. C'est toujours intéressant de le rappeler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'Israël qui bloque la frontière, il y a effectivement l'Égypte dans le sud. Il y a 2 pays contigus à la bande de Gaza, il n'y en a pas un. C'est l'Égypte et c'est Israël. Qui, elle aussi, donc, referme les frontières. L'Égypte, un mot, puisqu'il y aura vraisemblablement une rencontre entre Emmanuel Macron et al-Sisi. Qu'est-ce qu'on peut en attendre dans ce contexte ? Davantage d'humanitaire. Sur le plan politique, franchement, pour l'instant, on peut rien faire. On est en phase de guerre et les Israéliens, de toute façon, rentreront dans la bande de Gaza. En revanche, de l'humanitaire. Et d'un mot, je le dis aussi, les ricaneurs très paresseux en général sur le poids ou la puissance de la France dans la région se trompent. Nous avons d'excellents rapports avec l'Égypte, qui par ailleurs est l'un de nos principaux clients sur le plan militaire. Excellents rapports avec la Jordanie, sur le territoire duquel nous avons une base aérienne. Excellents rapports d'alliance militaire avec les Émirats arabes unis. Et par ailleurs, on l'a bien vu, nous entretenons de très bons rapports à la fois avec l'autorité palestinienne et Israël. Si vous êtes capable de me citer un autre État disposant d'autant de leviers, je vous félicite. Et puis on parle avec le Qatar. Est-ce que le Qatar peut être un des éléments qui permettent de faire sortir des otages ? Faire sortir des otages, oui, dans le cadre
cadre d'une très grande duplicité, qui est la marque de fabrique du Qatar, qui est quand même le soutien financier fondamental, non seulement du Hamas, mais des frères musulmans. Donc la politique du pire d'un côté, et puis lorsqu'on a besoin effectivement d'un relais pour faire sortir, et tant mieux de ce point de vue-là, des otages, on fait appel au Qatar, ce qui n'est pas quand même sans poser problème. Et on aura donc des discussions. Est-ce qu'on peut quand même espérer que certains otages sortent ? On a parlé de 9 otages français et de 220 otages en tout. Oui, la réponse est oui. D'abord, il y en a déjà 4 qui sont sortis. Le Hamas est composé de fanatiques, mais pas d'imbéciles. Les 2 premières otages à être sorties, c'était des Américaines. Donc, comme s'il s'agissait d'établir un coin entre les États-Unis et Israël. Mais je pense objectivement qu'on peut espérer la sortie d'autres otages. Et on a envie de rester sur ce mot d'espoir. Merci Frédéric Ancel d'être venu nous expliquer tout cela ce matin. Vous êtes géopolitologue, auteur de Les voies de la puissance. Pensez la géopolitique au XXIe siècle. C'était Odile Jacob. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.